Vous vérifiez votre téléphone pour la énième fois. Votre estomac se serre en guettant une réponse. Vous imaginez le pire scénario pour ce projet qui vous tient tant à cœur, au point de vous épuiser mentalement. Cette anxiété qui monte lorsque vous pensez à l'avenir, à ce que vous pourriez perdre, ce sentiment a un nom, l'attachement. Pas simplement le lien sain qui nous unit aux autres, mais cet attachement qui devient souffrance, celui qui nous fait confondre le bonheur avec le besoin de contrôle. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble les mécanismes de cet attachement qui fait mal. Nous verrons pourquoi nous souffrons lorsque nous nous attachons à une personne, à un résultat ou à une situation. Et surtout, comment s'en libérer pour retrouver un équilibre émotionnel. Parce que oui, il est possible de traverser ces tempêtes intérieures sans se noyer. Je suis Fatem Zahra Alami. J'accompagne les cœurs en souffrance. Je vous invite à pousser la porte de ce jardin secret où nos sentiments prennent racine, où notre attachement, comme une ombre, risque d'étouffer nos plus belles fleurs. Cette ombre qui étouffe à trop vouloir protéger. Nous confondons alors la beauté du lien avec le besoin de possession, le besoin de contrôle. Lorsque nous croyons que pour garder une fleur en vie, nous devons la couvrir entièrement, contrôler sa lumière, son air, son espace. Nous le faisons avec les personnes que nous aimons, en voulant tellement leur bonheur que nous traçons pour eux le chemin, étouffant ainsi leur liberté d'éclore à leur manière. Nous le faisons avec nos propres rêves, en s'accrochant désespérément à un résultat précis, un dénouement idéal, au point de ne plus voir la beauté du chemin parcouru et au point d'empoisonner le sol de nos vies avec l'anxiété de l'échec. Cette ombre, c'est la peur de perdre, la peur de manquer, de ne pas être assez. Et c'est en apprenant à reconnaître cette peur, à l'accueillir, sans lui donner les commandes, que nous pouvons enfin laisser la lumière revenir. Notre vie est ce jardin, et un attachement sain consiste à en prendre soin dans son ensemble, plutôt que de lier notre bonheur à l'éclat ou à la survie d'une seule fleur. Car aucune fleur n'est éternelle. S'y attacher, c'est s'ouvrir à la souffrance de sa disparition, et c'est risquer de passer à côté de la beauté singulière des autres fleurs qui déjà s'épanouissent sans prétendre la remplacer, mais simplement en enrichissant le jardin. L'attachement, comme le jardinage, est un art subtil qui allie l'effort juste de celui qui plante, arrose et taille à la sagesse de celui qui observe la vie suivre son cours et consent à lui faire confiance et à lâcher prise. L'attachement fait souffrir quand on s'attache à une personne au point de la confondre avec l'oxygène. Tout ce qui risque de rompre cet attachement est perçu comme une menace existentielle. On surveille, on anticipe, on supplie même parfois. Tout cela dans l'espoir secret d'obtenir une garantie, une assurance de risque contre l'abandon. Résultat, de l'anxiété, de l'épuisement et souvent l'effet inverse. On étouffe l'autre. On oublie que l'amour n'est pas une fusion, mais une rencontre entre deux entités déjà complètes. S'attacher à quelqu'un ne devrait pas signifier avoir besoin de lui pour exister. C'est choisir de partager son existence avec lui ou avec elle, tout en restant pleinement soi. La peur de perdre l'autre est souvent la peur de se perdre soi-même, car on fait dépendre son bonheur de la présence d'une personne, de son amour, de son approbation. Alors, on épuise nos efforts à tenter de contrôler l'incontrôlable, les sentiments, les actions et les choix d'un autre être humain et aussi contrôler le destin.
S'attacher à un résultat, à un projet qui doit absolument réussir, une promotion, une reconnaissance, un diplôme, la réussite d'un enfant, suit la même logique. On investit une énergie folle dans un avenir hypothétique, en confondant deux choses, notre effort, qui est la seule chose qui nous appartient vraiment, et le résultat qui, lui, dépend d'une multitude de facteurs hors de notre contrôle. La décision d'un tiers, le marché, le libre arbitre de son enfant, chaque obstacle devient un drame, chaque délai une torture. La souffrance naît du fait de lier notre estime personnelle et notre bien-être à ce résultat incertain. On vit alors dans un état de stress permanent, comme si notre valeur était en attente de validation. L'attachement à une situation est plus insidieux. C'est vouloir geler le temps, retenir une période de bonheur, une insouciance, une sécurité, ou à l'inverse, s'accrocher à une identité de victime, à un passé douloureux qui, d'une certaine manière, nous définit et nous dispense d'avancer. C'était mieux avant. Cette phrase est le mantra de cet attachement-là. Elle nie le flux constant de la vie, son mouvement perpétuel. Cette phrase refuse le deuil de ce qui n'est plus et ferme la porte à ce qui pourrait advenir. Ou encore, vouloir que tout reste figé dans un couple, dans une entreprise, dans un état de santé, c'est une bataille perdue d'avance contre le mouvement même de la vie. La vie, c'est le changement. Résister à cette évidence, c'est comme nager à contre-courant. C'est extrêmement fatigant et on finit par se noyer dans la frustration et l'amertume. Enfin, l'attachement à une chose, cette voiture, cette maison, cette robe, derrière l'objet il y a un monde, un souvenir, une personne, une version de nous-mêmes. Perdre l'objet, c'est craindre de se retrouver face au vide que nous avons comblé par sa présence. C'est donner à la matière le poids de l'émotion. Alors, que faire de ces attachements? La vie appelle naturellement la connexion. Il ne s'agit pas de ne pas s'attacher, mais il s'agit plutôt de cultiver la qualité de notre attachement, passer de la dépendance à la préférence. J'aime être avec toi, plutôt que je ne peux pas vivre sans toi. Je souhaite réussir ce projet, plutôt que mon existence n'a de sens que si je réussis. Je chéris ce souvenir, plutôt que je suis prisonnier de ce passé. C'est un travail de présence, de ramener son attention encore et encore dans l'instant présent. Ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est vrai, concret, en dehors des scénarios catastrophes que mon mental construit? C'est reconnaître que la seule chose véritablement nôtre, c'est notre présence à nous-mêmes. Tout le reste est emprunté et n'est qu'éphémère. Les personnes, les situations, les choses, c'est un passage, un prêt précieux et non une possession. Apprendre à tenir tout cela dans ses mains, les paumes ouvertes, comme on tient un oiseau ou de l'eau, assez fermement pour en sentir la valeur, mais assez légèrement pour le laisser s'envoler, s'écouler, vivre sa vie sans l'emprisonner. La main ouverte peut accueillir bien plus que le poing serré. La clé n'est pas de ne plus ressentir d'émotions, ce serait impossible, mais de cesser de les laisser prendre le volant pour qu'elles ne fassent plus de notre vie un accident. Premièrement, identifier l'émotion pilote. Devant l'absence de réponse de l'être aimé, l'émotion, c'est la panique. Devant l'incertitude d'un résultat, c'est la peur de l'échec. Nommez-la. Là maintenant, je ressens de l'angoisse. Deuxièmement, questionnez cette émotion. Cette angoisse, que cherche-t-elle à contrôler? Est-ce que envoyer un énième message va vraiment garantir l'amour de cette personne? Est-ce que ruminer pendant des heures va vraiment augmenter mes chances d'avoir cette promotion?
La réponse est presque toujours non. Vous confrontez ainsi l'émotion à la réalité. Troisièmement, recentrez-vous sur votre cercle d'influence. C'est le cœur du travail. Au lieu de dépenser votre énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable, l'autre, le résultat, le futur, reportez-la sur ce que vous pouvez maîtriser, vos actions et vos réponses. Au lieu de supplier pour de l'attention, agissez sur votre propre vie. Par exemple, allez marcher, ouvrez un livre, améliorez votre bien-être, montrez à vous-même que vous êtes une source de réconfort. Au lieu de trembler pour le résultat, concentrez-vous sur la qualité de votre effort ici et maintenant. Focalisez sur la prochaine étape concrète, pas sur le Graal final. Au lieu de lutter contre le changement, choisissez votre réponse à ce changement. Quel est le premier petit pas, la première décision à prendre pour s'adapter? C'est un entraînement quotidien. Il ne s'agit pas de devenir froid ou détaché, mais de devenir responsable, responsable de vos émotions, de vos efforts, de votre bien-être. Vous passez du statut de victime des circonstances à celui d'architecte de votre paysage intérieur. Vous ne contrôlerez jamais la tempête, mais vous pouvez apprendre à ajuster vos voiles et à garder le cap. La sérénité est précisément cela, la paix intérieure malgré l'imprévisible. Observez donc avec bienveillance votre jardin, arrosez avec mesure, donnez de l'attention, de l'amour, de l'énergie, mais sans inonder. Acceptez qu'il en soit autrement que ce que vous voulez. Taillez avec courage, acceptez de couper ce qui est mort, les espoirs fanés, les relations épuisées, les branches du passé qui empêchent la lumière d'atteindre le cœur de la plante. Tailler n'est pas trahir, c'est honorer la vie en lui permettant de se renouveler. Et surtout, faire confiance aux saisons, comprendre que l'hiver fait partie du cycle, que tout ne fleurit pas en même temps, qu'une période de repos n'est pas un échec, mais une préparation nécessaire à un nouvel éclat. On ne force pas une pousse, on l'accueille. Cultiver son jardin, ce n'est pas tout contrôler, c'est apprendre à chérir la fleur sans s'identifier à elle, à aimer le jardin sans en être l'esclave. C'est créer les conditions favorables, un terreau de bienveillance, une lumière de conscience, une clôture de respect et laisser la magie opérer. Il y a aussi des fleurs qui ne poussent pas, des projets qui ne voient jamais le jour, des amours qui restent à l'état de graines, enfuis dans une terre qui n'était pas la leur. Et le travail du jardinier, le vrai, n'est pas de forcer la vie là où elle ne peut prendre racine. C'est d'abord de reconnaître avec une humilité qui n'a rien d'une défaite que certaines parcelles de notre jardin sont stériles pour certaines semences. La souffrance ne naît pas de l'échec, elle naît de l'obstination à vouloir faire pousser un chêne dans un désert. Elle naît de la croyance que notre volonté, à elle seule, peut contraindre la nature profonde des choses et des êtres. Guérir, c'est peut-être cela, apprendre à faire le deuil de certaines floraisons, cesser d'épuiser notre énergie à soigner une plante qui ne veut pas vivre, et tourner enfin notre regard vers toutes celles qui, modestes et résilientes, ne demandent qu'un peu de lumière pour s'épanouir. C'est accepter que le jardin de notre vie soit aussi fait de zones d'ombre, de terre en friche et de peaux vides. Ils ne sont pas le signe de notre incompétence, mais les témoins silencieux de notre propre histoire, avec ses essais, ses erreurs et ses renoncements nécessaires. Parfois, la plus grande forme de courage n'est pas de persévérer à tout prix, mais de savoir redessiner les plans de son jardin intérieur, d'accepter que la beauté ne réside pas dans l'abondance de toutes les fleurs, mais dans l'harmonie de celles qui ont su trouver dans notre terre de quoi simplement être. On peut, par amour, vouloir trop bien faire, arroser frénétiquement,
ce à quoi nous tenons de peur que ça ne meure de soif, jusqu'à noyer ses racines. On peut tirer sur les tiges pour hâter l'éclosion d'un bonheur, impatient de voir la fleur, et casser ainsi le rythme sage de la croissance. On peut aussi ne plus oser y toucher, laisser le jardin de l'âme à l'abandon, par crainte de mal faire, de tailler trop court, de blesser, et voir alors les herbes folles de l'inquiétude tout envahir, étouffant les jeunes pousses de la sérénité. S'attacher, c'est souvent se tremper de raison, se tremper de saison. Vouloir les fleurs du printemps en plein automne, refuser de voir que les feuilles de certaines histoires jaunissent et doivent tomber pour que la sève puisse un jour remonter. L'attachement qui fait souffrir est un jardinier devenu anxieux. Il ne dort plus, guettant la moindre gelée, la moindre altération d'une feuille. Il a oublié de lever les yeux vers le ciel, de sentir le vent, de faire confiance au soleil qui se lève chaque matin. Son monde entier tient dans le périmètre de ce parterre, et sa valeur dépend de la santé de cette seule plante à laquelle il a tout donné. Le véritable travail, celui qui demande le plus de courage et de douceur, est de redessiner les allées de ce jardin intérieur, de planter moins serré, de laisser circuler l'air et la lumière entre chaque plante, chaque désir, chaque peur, lâcher prise. C'est ce qui permet à l'autre d'être autre, au futur d'être un mystère, au passé d'être une leçon et aux choses d'être des choses. Pour que notre cœur puisse enfin cesser de se battre contre ce qui est et apprendre à danser avec le présent, trouvant sa liberté non dans le contrôle, mais dans l'accord profond avec le mouvement même de la vie. Alors, dansez sur le rythme de la vie et surtout, prenez soin de vous.